Bonjour et bienvenue. Cette sensation de gêne, parfois de douleur, là, dans le creux de l'estomac, beaucoup de gens connaissent ça, hein. Oui, c'est très fréquent. On pense tout de suite à un ulcère, peut-être une gastrite, mais on nous dit que souvent, en fait, c'est autre chose. La dyspepsie fonctionnelle. C'est exact. C'est un terme un peu technique. Pouvez-vous nous expliquer simplement ce que c'est, cette dyspepsie fonctionnelle? Bonjour. Oui, alors, c'est un mot un peu parapluie, si vous voulez. Ça désigne un ensemble de symptômes digestifs, comme un inconfort ou une douleur, qui reviennent souvent ou qui sont là tout le temps. Ces symptômes sont centrés sur le haut du ventre, le creux de l'estomac, et le point clé, c'est qu'après examen, on ne trouve pas de cause organique évidente. Pas d'ulcère, pas d'inflammation majeure qui expliquerait tout. Ah d'accord. Fonctionnel, ça veut dire que c'est le fonctionnement qui pose problème, pas la structure de l'estomac lui-même. C'est exactement ça. C'est le fonctionnement qui semble perturbé. Et alors, quels sont les signes? Comment ça se manifeste concrètement au jour le jour? Les symptômes peuvent varier pas mal d'une personne à l'autre. Ça peut être par exemple se sentir plein très très vite en mangeant. Même en ayant peu mangé. Oui, voilà. On appelle ça la satiété précoce. Ou alors c'est une sensation de lourdeur, de pesanteur après le repas qui dure, qui est désagréable. D'accord. Chez d'autres, ça va être plutôt une douleur ou une sensation de brûlure, toujours dans cette zone du creux de l'estomac. Et puis on peut aussi avoir des ballonnements, des raux fréquents, parfois même des nausées. Et il y a un lien avec les repas, j'imagine? Très souvent, oui. C'est un indice important. Les symptômes apparaissent ou alors ils s'aggravent après avoir mangé. C'est assez typique. Et vous disiez que ce n'est pas une gastrite. On entend beaucoup ce mot. Oui, c'est une confusion fréquente. La gastrite, techniquement, c'est une inflammation de la paroi de l'estomac. On la voit quand on fait une biopsie au microscope. D'accord. Mais cette inflammation, en elle-même, très souvent, elle est silencieuse. Elle ne donne pas de symptômes. La dyspepsie fonctionnelle, ce sont des symptômes qu'on ressent, mais sans forcément qu'il y ait cette inflammation, ou en tout cas sans que ce soit elle la cause directe. C'est une nuance importante. Je vois. Si les symptômes sont si variés, est-ce qu'il y a différentes formes de dyspepsie fonctionnelle? Oui, on peut simplifier en distinguant deux grands types, principalement. Le premier, on l'appelle le syndrome de détresse postprandiale. Là, ce qui gêne le plus, c'est vraiment ce qui se passe après le repas. Mais la lourdeur, la satiété rapide. Exactement. La sensation d'être plein qui n'en finit pas. Et le deuxième type, c'est le syndrome de douleur épigastrique. Là, c'est la douleur ou la brûlure au creux de l'estomac qui est au premier plan. D'ailleurs, cette douleur, elle peut être parfois calmée par le repas ou au contraire déclenchée. C'est variable. C'est complexe. Il faut aussi mentionner une chose. Parfois, c'est un problème de vidange de l'estomac qui est trop lente. On appelle ça la gastroparésie. Ça peut donner des symptômes similaires. Et on voit ça notamment chez les personnes qui ont un diabète. D'accord. Mais alors, si ce n'est pas une ulcère, pas une gastrite qui fait mal, qu'est-ce qui peut bien causer tout ça? C'est un peu mystérieux, non? C'est toute la difficulté du fonctionnel, justement. On n'a pas une cause unique, claire et nette. Les recherches suggèrent plusieurs pistes, qui peuvent d'ailleurs coexister. Comme quoi, par exemple? Bah, on pense à une hypersensibilité de l'estomac. C'est-à-dire qu'il réagirait de façon excessive à des choses normales, comme l'arrivée des aliments ou l'étirement de sa paroi. Il serait plus sensible. Voilà, c'est ça. Ou alors, des troubles de la motricité. L'estomac ne bouge pas comme il faut, il ne se détend pas bien pour accueillir les aliments, ou alors il a du mal à se contracter pour les envoyer plus loin. La vidange peut être ralentie. Et cette fameuse bactérie, Helicobacter pylori, on en parle beaucoup pour les ulcères. Oui, on l'a longtemps suspectée pour la dyspepsie aussi. Mais en fait, son rôle semble assez limité. Elle ne serait en cause que dans une petite partie des cas, peut-être 6 ou 7%. Ah oui, c'est peu finalement. C'est peu. Par contre, ce qu'on voit parfois, c'est que les symptômes apparaissent assez brutalement après une infection digestive, une gastroentérite par exemple, surtout s'il y a eu de la fièvre. Ça peut être un déclencheur. C'est intéressant. Mais alors, si les causes sont difficiles à cerner, comment on fait les diagnostics? Comment être sûr que c'est ça? Le diagnostic, il repose beaucoup sur ce que la personne décrit, sur ses symptômes. L'écoute est primordiale. Et puis, sur l'absence d'anomalies quand on examine. Mais pour être sûr, et surtout pour écarter d'autres maladies plus graves, on fait souvent des examens complémentaires. Surtout après 50 ans ou s'il y a des signes qui nous alertent. Quels signes? Par exemple, une perte de poids involontaire, des vomissements qui n'arrêtent pas, du sang dans les selles ou les vomissements, ou une difficulté à avaler. Là, il faut absolument explorer. Et l'examen clé, c'est la fibroscopie. Oui, l'endoscopie digestive haute ou fibroscopie. Ça permet de regarder directement à l'intérieur de l'œsophage, de l'estomac et du début de l'intestin.
On vérifie qu'il n'y a pas d'ulcère, de tumeur ou d'inflammation importante. On en profite toujours pour chercher Helicobacter pylori, même si on sait que son rôle est souvent limité dans ce contexte. Et puis, parfois, on complète avec une échographie de l'abdomen pour voir le foie, la vésicule biliaire, et une prise de sang pour chercher un diabète, par exemple. Donc, si je résume, on écoute bien les symptômes et on fait des examens, surtout pour être sûr qu'il n'y a pas autre chose de plus grave. Ouais, c'est tout à fait ça. Le diagnostic est souvent un diagnostic d'élimination, en quelque sorte. Et une fois qu'on est sûr, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Y a-t-il des traitements efficaces? Oui, heureusement, on ne reste pas sans rien faire. La première chose très importante, ce sont les mesures hygiéno-diététiques. Changer certaines habitudes. C'est-à-dire? Manger différemment, Oui, par exemple. éviter les repas trop copieux, trop gras ou très épicés, limiter les boissons gazeuses, le café, l'alcool. Le tabac aussi, c'est pas bon pour l'estomac. Et puis, prendre le temps de bien mâcher, manger plus lentement, parfois fractionner les repas, c'est-à-dire manger moins, mais plus souvent. Boire suffisamment d'eau, mais plutôt entre les repas que pendant. Ça peut vraiment aider. D'accord, des conseils de bon sens finalement. Souvent, oui. Ensuite, il y a les médicaments. Si c'est plutôt la gêne après le repas qui domine, on peut essayer des médicaments qu'on appelle prokinétiques. Ils aident l'estomac à mieux se vider. Si ce sont les douleurs ou les brûlures le problème principal, on utilise plutôt des antisécrétoires. Ils diminuent la production d'acide dans l'estomac. Comme les IPP, ce genre de choses. Exactement. Les inhibiteurs de la pompe à protons, par exemple. Bien sûr, si on trouve la bactérie Helicobacter pylori, il faut la traiter avec des antibiotiques. Et si vraiment rien de tout ça ne fonctionne bien, pour certaines douleurs persistantes, on peut parfois utiliser des médicaments qui agissent sur la sensibilité des nerfs de l'estomac. Ce sont des sortes d'antidépresseurs, mais utilisés à très faible dose. Pas pour la dépression, mais pour leur effet sur la douleur viscérale. C'est une palette d'options assez large finalement. Oui, on essaye d'adapter au mieux à chaque personne. Une dernière chose sur les idées reçues. Le stress. On dit souvent que c'est lié. C'est vrai? Ah, le stress, oui, c'est indéniable qu'il y a un lien fort entre les facteurs psychologiques, comme l'anxiété ou le stress, et les troubles fonctionnels digestifs en général. C'est le stress qui cause les symptômes ou les symptômes qui causent le stress? C'est une bonne question, et c'est probablement un peu des deux. Le cerveau et l'intestin communiquent énormément, c'est l'axe intestin-cerveau. Le stress peut clairement aggraver les symptômes, et inversement, avoir mal au ventre tout le temps, ça peut rendre anxieux ou stressé. C'est un cercle vicieux parfois. D'accord. Et alors, le mythe du Pepsi-Cola. J'ai lu quelque part que ça avait été inventé pour la dyspepsie. Ça aide vraiment à digérer? Alors ça, c'est une belle histoire marketing, mais c'est un mythe, hein. Oui, le nom Pepsi vient bien du mot dyspepsie. À l'origine, à la fin du 19e siècle, son inventeur, qui était pharmacien, voulait lui donner une image de boisson bonne pour la santé, pour la digestion. Malin. Très malin. Mais il n'y a absolument aucune preuve scientifique que le Pepsi, ou tout autre soda d'ailleurs, ait le moindre effet bénéfique sur la digestion ou les maux d'estomac. C'est une boisson sucrée, gazeuse, point final. Ça peut même aggraver les ballonnements chez certains. D'accord, mythe déboulonné. Merci beaucoup pour toutes ces explications très claires. Avec plaisir. Ce qu'on peut retenir, c'est que cette dyspepsie fonctionnelle, ce mal de ventre sans raison apparente, eh bien c'est un trouble bien réel qui touche pas mal de monde, 5 à 10% de la population, c'est pas rien. Effectivement. Et ça nous rappelle que notre confort digestif, c'est quelque chose de complexe, un équilibre. Ça ne dépend pas juste de l'absence de maladies visibles comme un ulcère. La propre sensibilité de notre estomac, sa façon de bouger et même notre état d'esprit, tout ça joue un rôle. C'est une invitation à être plus à l'écoute de son corps, peut-être, et de l'impact de nos habitudes. Une réflexion à méditer. Merci encore.